Bienvenue sur Cardio Online pour cet atelier pratique intitulé Maladie thromboembolique veineuse et cancer. Je suis Victor Aboyance, cardiologue au CHU de Limoges, et j'ai le plaisir d'être ce soir avec le professeur Isabelle Mahé, cardiologue et médecin vasculaire, chef de service de médecine interne à l'hôpital Mourier, à la PHP, et le professeur Laurent Bertoletti, pneumologue, professeur thérapeutique et chef de service au CHU de Saint-Étienne. Voici donc nos liens d'intérêt. Durant les 45 minutes de cet atelier pratique, nous allons échanger avec vous autour de 3 objectifs pédagogiques. Le premier étant l'embolie pulmonaire et cancer, quelle prise en charge à la phase aiguë? Quelle est l'utilisation des anticoagulants oraux directs dans ce contexte en 2021? Et enfin, concernant la maladie thromboembolique veineuse et le cancer, quelle prise en charge au long cours? Je me tourne donc vers Laurent concernant donc un cas clinique que vous voulez me présenter. Bonjour Victor, bonsoir à tous. Alors, imaginons cette malade qui existe, qui est prise dans l'unité il y a quelques semaines et qui ressemble exactement à toutes les malades que vous pouvez être amené à prendre en charge. Elle a 67 ans, c'est une tabagique active, elle est hyper tendue et elle a malheureusement un cancer du sein métastatique. Vous savez qu'elle est hospitalisée pour des douleurs osseuses sur ses métastases et à J3, la patiente va présenter une douleur thoracique avec une dyspnée aiguë. L'angioscanner thoracique, je vous le montre, retrouve 2 défects endoluminaux bilatéraux qui permettent de retenir le diagnostic d'embolie pulmonaire. Et donc, on va, pendant cette première partie, réfléchir autour de la prise en charge pratique de cette embolie pulmonaire survenant chez une femme atteinte d'un cancer. Diapositive suivante. La première chose à se souvenir, c'est qu'entre 2 embolies pulmonaires, celle qui va survenir chez un malade qui a un cancer, eh bien, il faut retenir que c'est un challenge thérapeutique. Ce papier ancien de Paolo Prandoni montrait que sous traitement anticoagulant oral, à l'époque c'était les antivitamines K, eh bien, les malades qui avaient un cancer avaient 3 fois plus de risque de récidive sous traitement anticoagulant oral par AVK que les malades qui n'avaient pas de cancer, et qu'inversement aussi, malheureusement, ils avaient aussi une augmentation importante du risque d'hémorragie majeure, 2,5 fois plus d'hémorragie majeure sous anticoagulant oral. Et donc, les malades qui thrombosent dans un contexte de cancer, ce ne sont pas des malades qui thrombosent comme les autres. Ils ont à la fois plus de risque de récidive sous traitement anticoagulant, mais aussi plus de risque hémorragique sous traitement anticoagulant. Alors, le fait d'avoir plus de récidives sous AVK a conduit plusieurs investigateurs à démontrer qu'il était plus efficace de ne pas faire de relais AVK et donc de maintenir les malades sous héparine de bas poids moléculaire pendant 3 à 6 mois, avec plusieurs essais qui étaient concordants, qui montraient une diminution du risque de récidive sous héparine de bas poids moléculaire par rapport au relais AVK, sans augmentation du risque hémorragique. C'est la raison pour laquelle, en 2019, la mise à jour des recommandations multisociétés savantes françaises de prise en charge de maladies thromboemboliques veineuses avait mis en option principale le traitement par héparine de bas poids moléculaire pour le traitement initial de l'embolie pulmonaire en contexte de cancer, avec un traitement par héparine de bas poids moléculaire pour 3 à 6 mois. L'intérêt de ces recommandations était aussi de mettre en évidence une définition individuelle et assez simple du cancer actif, et donc est retenu comme patient avec un cancer le fait d'avoir une tumeur toujours en place, qu'on puisse savoir que malheureusement le traitement n'est pas curatif, ou alors de mettre en évidence une progression ou l'apparition de métastases, ou bien enfin d'avoir un malade qui continue à recevoir un traitement du cancer. Plus récemment, ont été communiqués les résultats de plusieurs essais thérapeutiques ayant évalué les anticoagulants oraux directs. Dans ce tableau, qui est inclus dans la mise à jour des recommandations, dont on parlera un tout petit peu plus tard, j'ai choisi d'insister sur 2 essais qui ont évalué dans des essais pivots de phase 3, avec plus de 1000 malades, soit l'édoxaban dans l'étude Okuzaï-Viti cancer, soit l'apixaban dans l'étude Caravaggio. Ce sont des essais de non-infériorité en ouvert qui comparaient l'AOD à une héparine de bas poids moléculaire qui était la daltéparine, dont vous vous souvenez qu'au bout d'1 mois, on baisse la posologie dans la situation du cancer. Et quand on se concentre sur les résultats de Caravaggio, l'édoxaban n'étant pas commercialisé en France, eh bien, les résultats étaient assez clairs. L'apixaban était au moins aussi efficace que la daltéparine pour protéger du risque de récidive de maladies thromboemboliques veineuses chez les malades atteints de cancer, sans augmenter le risque hémorragique chez les patients qui avaient été inclus dans l'essai. Diapositive suivante.
C'est la raison pour laquelle viennent d'être mises à jour les recommandations françaises de prise en charge de la maladie thrombolique veineuse associée au cancer. Deux informations importantes, ce sont les deux flèches que j'ai fait apparaître sur cette diapositive pour aller des recommandations de 2019 aux recommandations de 2021 sur la partie droite de la diapositive. Vous notez qu'il existe maintenant deux options de prise en charge, une héparine de bas poids moléculaire, exactement comme en 2019, ou autre option de prise en charge, un AOD par apixaban. Laurent, je voudrais juste savoir, est-ce que ces recommandations telles que tu viens de les énumérer, ça concerne tous les types de cancers ou est-ce qu'il y a des cancers plus ou moins graves ou plus ou moins hémorragiques qu'il faudrait tenir compte différemment? Alors, merci beaucoup Victor de cette question. Alors, ça revenait sur la petite flèche rouge qui était sur la diapositive précédente qui montrait comme toujours, le diable est dans les détails. Et oui, manifestement, jusqu'à présent, on n'individualisait pas les types de cancers, alors que sur la diapositive suivante, qui est un travail réalisé par Isabelle Mahé sur les données du registre IET, pour la première fois, on avait pu montrer chez des malades qui thrombosent dans un contexte de cancer, lorsqu'ils sont mis sous anticoagulants, le profil évolutif peut être complètement différent d'un cancer à l'autre. Et par exemple, sur les cancers gastro-intestinaux ou colorectaux, eh bien, lorsqu'on initie un traitement anticoagulant pour une embolie pulmonaire, eh bien, le risque initial, c'est l'hémorragie, qui va ensuite être rejoint par le risque de récidive. Alors que quand vous allez sur la partie droite de cette diapositive, vous voyez que par exemple, dans le cancer du poumon, eh bien, malheureusement, quoi qu'il se passe, sous traitement anticoagulant, le risque principal, c'est le risque de récidive de maladie thrombolique veineuse. Et donc, très clairement, il va falloir qu'à l'avenir, on arrive à séparer les cancers à haut risque hémorragique des cancers à haut risque thrombotique malgré le traitement anticoagulant. Diapositive suivante. Alors, vous avez vu, Caravaggio va ouvrir la porte à la proposition d'AOD chez certains malades sélectionnés, c'est-à-dire ceux qui auraient pu participer à l'essai. Et comme on le verra tout à l'heure, il y avait quand même pas mal de critères d'exclusion qui peuvent diminuer l'extrapolabilité de l'essai. Un des éléments sur lesquels nous allons avoir beaucoup de vigilance et de travaux réalisés est la problématique que vous connaissez déjà très bien, des coprescriptions avec les anticoagulants oraux directs et en particulier des interactions médicamenteuses. Sur la partie centrale de cette diapositive, une équipe canadienne avait rapporté son expérience du risque d'hémorragie sous anticoagulants oraux directs pour des malades qui recevaient des AOD dans un contexte de thrombose ou d'embolie pulmonaire. Et comme vous pouvez le voir, les malades qui recevaient des médicaments extrêmement simples, utilisés en pratique quotidienne, comme l'amiodarone, le diltiazem, le verapamil, eh bien, ces patients, quand ils recevaient un anticoagulant et qu'on leur proposait en one-shot du diltiazem, du verapamil ou de l'amiodarone, eh bien, vous voyez en rouge l'augmentation de 80% du risque d'hémorragie lié à l'interaction médicamenteuse qui est déjà connue pour ces médicaments-là. Sur la partie droite de cette diapositive, vous voyez tout un une multiplication peu lisible de flèches qui vont un peu dans tous les sens. Sur le plan pharmacologique, en recherche fondamentale, on sait qu'il y a des interactions entre les traitements du cancer et les anticoagulants oraux directs. Et pour l'instant, une des vigilances que nous allons avoir, les données commencent à arriver, sera de savoir quelle est la pertinence clinique des interactions pharmacologiques entre les traitements du cancer et les anticoagulants oraux directs, quand on aura à les prescrire chez ces malades-là. Et alors là c'était très important d'évoquer ces traitements qu'on utilise beaucoup en cardiologie. Et concernant le cancer, il y a aussi les chimiothérapies. Est-ce qu'il y a des choses particulières à savoir sur ce point-là? Alors oui, par exemple, les chimiothérapies très émétisantes, habituellement, les malades, on préfère les couvrir par du parentéral plutôt qu'un traitement anticoagulant oral, que ce soit un AVK ou un AOD, puisque le patient qui ne va pas pouvoir bien manger normalement ou absorber les médicaments, il y aura un problème. Pour l'instant, les analyses post-hoc des essais thérapeutiques n'ont pas enregistré de signal défavorable sur les interactions thérapeutiques spécifiques entre les traitements du cancer et les AOD. Cependant, pour l'instant, il y avait des données qui étaient restreintes. Il y avait peu de malades, par exemple, sous TKI. Moins de 7% des patients étaient sous TKI dans ces essais thérapeutiques. Alors, avant de passer sur le cas clinique suivant, il y a des questions qui commencent à arriver. On voit l'intérêt de ce sujet pour tout le monde. Quand on parle d'AOD, et notamment tout à l'heure, on a évoqué la question de l'apixaban, on parle de quelle posologie?
Alors, c'est très clair et merci de me donner l'occasion de préciser. L'apixaban a été évalué dans l'étude Caravaggio, exactement selon les mêmes posologies que dans l'étude Amplify. Cela veut dire dans les posologies de thrombologue, si vous me passez l'expression. C'est-à-dire à la phase initiale, on majeure la posologie, c'est-à-dire 10 mg matin, 10 mg le soir d'apixaban. Puis, au bout d'une semaine, les malades recevaient 5 mg d'apixaban et 5 mg le matin, et 5 mg le soir. On ne fait donc pas d'adaptation posologique, en tout cas pas celle qui a été proposée dans la FA, par exemple. Donc, c'est grosso modo le traitement qu'on donnait, qui est cancer ou pas, c'est un petit peu la même chose. C'est ça. D'accord. Et alors, imaginons donc que cette pauvre dame, vous êtes appelé parce que la troponine qui a été réalisée, le BNP qui a été réalisé dans le cadre de la douleur thoracique et de la dyspnée, eh bien on sait qu'elle a l'embolie pulmonaire, on a les résultats biologiques, on voit que la troponine et le BNP est augmenté. Et comme vous le voyez sur le scanner, le ventricule droit est dilaté au scanner et donc on vous demande si l'échographie cardiaque transthoracique confirme la dilatation du VD enregistré au scanner. Et à l'ETT, vous êtes formel, le VD est dilaté, le rapport VD sur VG est supérieur à 1. On a donc une embolie pulmonaire dont la stratification pronostique, selon les recommandations de l'ESC, est qualifiée de risque intermédiaire élevé. C'est-à-dire qu'il y a un score de PESI qui est positif, la malade a un cancer, et elle a des biomarqueurs positifs et un retentissement morphologique au scanner et à l'échographie dans ce contexte. Est-ce que cela va modifier notre prise en charge thérapeutique par rapport à ce qu'on venait de voir auparavant? Eh bien, Laurent, juste, excuse-moi, avant d'aller sur la prise en charge, il y a une question importante qui a été posée par les spectateurs. C'est est-ce que donc la stratification du risque que tu es en train de proposer chez le patient cancéreux, c'est la même chose que chez le patient non cancéreux? Ah oui, c'est même la base, puisque le score principalement utilisé, qui est le score PESI, eh bien, il intègre le cancer comme facteur de risque de mauvaise évolution à la phase initiale de la phlébite et l'embolie pulmonaire. On sait que ces malades, ils meurent d'une embolie pulmonaire récidivante, et les patients qui ont un cancer ont encore plus souvent de récidives sous traitement anticoagulant. Donc vraiment, je pense qu'on doit tous être encore plus vigilants quand on va diagnostiquer chez la malade une embolie pulmonaire si elle a un cancer, puisqu'on sait qu'on est à plus haut risque d'avoir une évolution défavorable, et donc on doit leur faire la stratification pronostique exactement comme si elle n'avait pas de cancer. Je propose d'aller à la diapositive suivante. Alors, la première chose, quand on a comme ça le ventricule droit dilaté, la troponine augmentée, le P bilatéral proximal décrit au scanner, c'est vrai qu'assez régulièrement, les malades sont mis, vieille croyance, sous seringue électrique d'héparine parce que c'est plus grave, donc on met la perfusion. Souvenez-vous que c'est malheureusement la démonstration à nouveau que l'enfer de la médecine est pavé de bonnes intentions. C'est une Cochrane qui a 10 ans, mais qui a déjà été réévaluée exactement de la même façon. Quand vous choisissez de mettre sous héparine non fractionnée un malade qui a une embolie dans un contexte de cancer, si ce malade pouvait avoir une HBPM, c'est-à-dire s'il n'avait pas d'insuffisance rénale sévère, eh bien, vous décidez d'augmenter de 30% le risque que le malade soit mort à 3 mois, parce qu'on sait que vous allez passer 2 jours avant de pouvoir anticoaguler convenablement votre patient si vous le mettez sous héparine non fractionnée. Donc très clairement, ces malades à haut risque, eh bien, attention, tant qu'on peut, on évite l'héparine non fractionnée. Il y a plusieurs questions. Alors déjà, une question qui vous l'élève, c'est concernant justement, parfois on met de l'héparine dans ces cas-là, dans le cas précédent, parce qu'on se dit, si les choses se gâtent, on veut faire de la thrombolyse. Donc, est-ce que tu peux nous dire 2 mots sur la thrombolyse dans un contexte de cancer? Qu'est-ce qu'il faut retenir ou pas? Et avant même la thrombolyse, le deuxième point aussi, c'est que vu qu'on craint un risque hémorragique plus important, certains diraient on peut mieux antagoniser l'héparine que l'HPPM. Est-ce que tu peux nous clarifier sur l'antagonisation et la thrombolyse, s'il te plaît? Alors, tu as complètement raison. C'est vrai qu'on est très souvent questionné sur ces éléments-là. Les résultats de l'étude PETO étaient assez clairs. Même si on ressent qu'on a encore une marge de progression dans la prise en charge de ces embolies pulmonaires de gravité intermédiaire élevée, c'est-à-dire avec un retentissement cardiaque droit de l'embolie, mais sans hypotension, eh bien, fibrinoliser ces malades n'est pas bénéfique pour leur évolution, voire même est délétère, puisque malheureusement, vous vous souvenez qu'il y avait une augmentation du risque d'hémorragie grave, en particulier du risque d'hémorragie intracrânienne chez les malades qu'on avait fibrinolisés. Donc, tant que la tension tient, il n'y a aucune place pour la fibrinolyse chez ces malades-là. Et donc, par rapport à l'espoir qu'on puisse plus facilement antagoniser l'héparine non fractionnée si l'évolution était défavorable,
Malheureusement, ce n'est pas traduit dans les cas. Il vaut mieux un traitement très rapidement efficace par exemple, une héparine de bas-moléculaire que passer 2 à 3 jours avec un traitement infrathérapeutique chez ces malades qui très rapidement peuvent se dégrader. Merci. Alors, on va imaginer finalement que cette femme, qui était donc, je le rappelle, hospitalisée pour des douleurs osseuses sur des métastases, finalement, le scanner que vous avez vu, eh bien, il n'a pas été réalisé dans le contexte d'une douleur thoracique avec dyspnée, mais il était réalisé à J5 de l'hospitalisation pour essayer de clarifier un peu le mécanisme des douleurs et voir si on pourrait lui faire une cimentation ou par exemple une radiothérapie antalgique. Et, surprise, le scanner, c'est vendredi soir, comme d'habitude, et le radiologue vous dit bah, écoute, ta malade, en fait, elle a une embolie pulmonaire bilatérale. Et donc, c'est la problématique d'une embolie de découverte fortuite chez les malades atteints de cancer. Et donc, assez régulièrement, on nous demande il n'y avait aucun symptôme, on la trouve un peu par hasard. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on la traite? Est-ce qu'on ne la traite pas? Est-ce qu'on fait du préventif? Là-dessus, diapositive suivante, les réponses sont maintenant claires. Ces malades doivent être traités exactement de la même façon que des embolies pulmonaires suspectées et confirmées, c'est-à-dire des embolies pulmonaires symptomatiques. Quand on met les patients qui ont une embolie pulmonaire de découverte fortuite, et c'est un grand registre européen où la coordination française était réalisée par Isabelle Mahé, eh bien, on voit que quand les patients sont mis sous anticoagulants alors que leur embolie pulmonaire est de découverte fortuite, eh bien, le taux de récidive est quasiment le même que celui qu'on voit dans les embolies pulmonaires symptomatiques. 6% des malades avaient récidivé de la maladie thromboembolique veineuse dans les suites du diagnostic d'une embolie pulmonaire de découverte fortuite. C'est la raison pour laquelle, c'est la partie droite des recommandations, nous vous recommandons de traiter les patients qui ont une embolie pulmonaire de découverte fortuite exactement de la même façon que si c'était une embolie pulmonaire symptomatique. Laurent, est-ce que tu hospitalises ces patients? Est-ce que finalement, tout cancer, toute embolie pulmonaire dans le contexte de cancer doit être hospitalisé, même asymptomatique des découvertes fortuites? Alors, c'est vraiment une question extrêmement compliquée pour deux raisons. La première, c'est que si on suit les règles habituelles d'hospitalisation, les malades ont un PSI augmenté, donc théoriquement, ils doivent être hospitalisés. De plus, on a peur du risque hémorragique, comme tu le disais très bien. Hein. Imaginons que c'est un cancer du côlon. On sait qu'au bout de 2-3 jours, le malade va saigner. Et donc, localement en Saint-Étienne, on a la chance de travailler main dans la main avec l'équipe d'oncologie et donc on essaie d'hospitaliser ces malades et pour l'instant, la majeure partie des malades sont hospitalisés. Mais on sait que ce n'est pas toujours le cas. On sait qu'assez régulièrement, l'oncologue sait le soir même, alors que le malade est déjà parti du centre de radiologie, qu'il a une embolie pulmonaire. Et là-dessus, je dirais que pour l'instant, on encourage à les prendre en charge de façon similaire aux embolies pulmonaires symptomatiques. Et donc, tant qu'on peut les hospitaliser, mais il est idéal qu'on arrive à développer à l'avenir une prise en charge ambulatoire pour ces malades, mais il y a encore un peu de travail pour pouvoir le recommander formellement. Alors, imaginons qu'en fait, finalement, c'est toujours la même malade, toujours une embolie pulmonaire suspectée. Le radiologue vous appelle cette fois-ci parce que vraiment, l'embolie, elle est, comme vous le voyez, proximale, elle obstrue quasi complètement le tronc de l'artère pulmonaire droite et l'artère pulmonaire gauche. Il y a un tout petit chenal à gauche, un tout petit chenal à droite, et le temps que vous êtes en train de discuter avec le radiologue, eh bien, vous êtes appelé parce que la tension artérielle de la malade est en train de diminuer. Elle était à 11 de systole, elle descend à 10 et elle est en train bientôt de se rapprocher en dessous de 9. Donc, la question, c'est quelle est la prise en charge si c'est une embolie pulmonaire dans un contexte de cancer actif et que malheureusement, la malade se dégrade sur le plan hémodynamique et devient en choc? Eh bien, la diapositive suivante vous rappelle les recommandations. La patiente a un cancer. Si c'est un choc cardiogénique à cause d'une embolie pulmonaire, eh bien, ce n'est pas une contre-indication absolue à la fibrinolyse. On doit discuter de la fibrinolyse chez cette malade, puisqu'on sait que ce sera la seule façon d'éviter qu'elle meure de l'embolie pulmonaire à très court terme. Par contre, malheureusement, sur la partie droite de la diapositive, vous voyez un travail qui a permis de déterminer un score de risque d'hémorragie grave suite à une fibrinolyse. Et vous voyez que sur les 4 items de ce score, malheureusement, le cancer aide un des 4 items et que très rapidement, on se retrouve à 40% de risque d'hémorragie majeure à 1 mois d'une fibrinolyse chez les malades qui ont été fibrinolisés pour une embolie pulmonaire dans un contexte de cancer. Donc, le fait d'avoir une embolie pulmonaire grave dans un contexte de cancer ne contre-indique pas formellement la fibrinolyse.
parce que sinon la malade va mourir si on ne le fait pas. Par contre, malheureusement, eh bien, on fait une fibrinolyse dans les doses habituelles, mais on sait qu'il va falloir vraiment être très vigilant sur le risque de complications hémorragiques secondaires. Et éventuellement, notamment si on a la structure possible, est-ce que dans certains cas, on peut craindre une hémorragie importante du fait du type de cancer même, bien sûr sous réserve qu'on n'est pas dans un stade ultime polymétastasé. Est-ce qu'on sait quelque chose de plus sur la thrombectomie, l'embolectomie chirurgicale? Alors oui, tu as raison, très clairement. Je pense que si on a la chance d'être dans une structure qui peut proposer un traitement mécanique chez les malades qui ont une contre-indication à la fibrinolyse, eh bien, il faut vraiment le proposer. Imaginons le patient qui vient d'être néphrectomisé pour un cancer du rein et qui, en post-opératoire immédiat, fait une embolie pulmonaire grave. On sait que ces malades, sur les anticoagules, ils vont vraiment saigner, ça va être rapidement compliqué, donc on ne va pas pouvoir non plus les fibrinolyser. Et là-dessus, ben, si on a la chance de proposer un traitement mécanique de l'embolie pulmonaire, il faut pouvoir proposer à des patients qui sont en chirurgie curative le meilleur des traitements et donc, si c'est possible, un traitement mécanique de l'embolie pulmonaire. Tu as tout à fait raison. Je vois que tu veux conclure. Je me permets de poser une autre question qui a été dans la partie chat. C'est comment déterminer le risque thrombotique et le risque hémorragique du patient? Je sens un désir de score dans ce contexte-là. Est-ce qu'il y a des outils qui peuvent nous aider? Oui, alors très clairement, on a encore beaucoup de travail à faire. La semaine dernière, je faisais une présentation sur le même type à une assemblée d'oncologues. Et eux, ils découvraient qu'on venait juste, nous, de découvrir, grâce au travail d'Isabelle Mahé, publié dans l'American Journal of Medicine il y a quelques années, qu'il y avait cancer et cancer, et que l'évolution était différente entre un cancer colorectal, par exemple, dont on sait qu'il va saigner initialement, par rapport à un cancer du sein, dont on sait que le risque de récidive et le risque d'hémorragie sera complètement différent. Donc, je pense que le type de cancer modifie à la fois le risque thrombotique, un cancer du pancréas, un cancer type un glioblastome, seront à très haut risque de récidive malgré le traitement anticoagulant. Par contre, mon cancer du pancréas aura un risque hémorragique extrêmement faible et donc je n'aurai pas de mal à augmenter la pression anticoagulante, alors que mon glioblastome, je sais que très rapidement, je serai dans une impasse thérapeutique. Sur les risques hémorragiques, manifestement, le fait d'avoir déjà saigné, d'avoir une anémie, d'avoir une thrombopénie ou bien d'avoir une insuffisance rénale sont des marqueurs biologiques extrêmement simples pour les trois derniers qui permettent de déterminer le risque hémorragique. Et ensuite, le type de traitement. Est-ce que la tumeur est encore en place? Est-ce que c'est une tumeur des muqueuses? Tumeur gastro-intestinale, tumeur urothéliale, tumeur génitale? Là, il y aura un risque hémorragique extrêmement important. Ça modifiera même d'ailleurs probablement à l'avenir la réflexion sur le choix du traitement anticoagulant à proposer à ces malades. Je vais rajouter un point, le traitement anti-irrigant plaquettaire concomitant également, qu'il faudra probablement réévaluer chez ces patients. De l'aspirine pour une vague plaque de l'athérome est probablement à interrompre chez ces patients, puisque à coup sûr, le risque hémorragique s'en trouverait majeur. Tu as tout à fait raison, Isabelle. Et les messages que je voulais essayer de faire passer pour l'assistance, c'est le traitement initial de l'embolie en cas de cancer. Eh bien, c'est vraiment un pas en avant vers une individualisation de la prise en charge. Les HVPM restent le traitement de référence et la mise à jour des recommandations propose une deuxième option qui est l'apixaban comme nouvelle alternative pour de nombreux patients. Il y aura probablement une stratégie en 4 étapes à proposer à l'avenir. Tout d'abord, éliminer une insuffisance rénale sévère, et je rappelle que c'est Cockcroft qui est notre outil dans le contexte. Évaluer si le patient aurait pu bénéficier d'une participation à l'essai Caravaggio. Par exemple, on ne pouvait pas inclure les malades qui avaient des lésions cérébrales, primitives ou secondaires. On ne pouvait pas inclure les malades qui étaient à haut risque hémorragique, anémie, thrombopénie ou tumeur muqueuse en place. Et on ne pouvait pas inclure les malades qui recevaient un médicament pourvoyeur d'interaction pertinente avec les AOD. Ensuite, si les patients n'ont pas des tumeurs muqueuses, en particulier des tumeurs muqueuses en place, eh bien à ce moment-là, je pense que l'apixaban sera une hypothèse à envisager. Et évidemment, on s'assurera de la préférence du patient dans le contexte entre la voie parentérale ou la voie orale, liée aux comorbidités et aux préférences du patient. Merci beaucoup, Laurent. Et donc, je vais maintenant passer la parole à Isabelle pour prolonger la discussion. Mais avant que tu commences, Isabelle, j'ai réservé une question d'auditoire pour toi parce que tu comprendras pourquoi, pour ton background cardiologique.
On nous demande quel est le rôle du cardiologue, quelle est la place du cardiologue dans la prise en charge en aiguë d'une embolie pulmonaire dans un contexte oncologique. Finalement, il n'y a pas de différence. Voilà, c'est exactement ça. On doit prendre ces patients en charge de la même façon, comme l'a expliqué Laurent, que tous les patients qui ont une embolie pulmonaire. Donc l'évaluation, elle est la même. La particularité de ces patients, c'est qu'ils sont probablement à plus haut risque de récidive, à plus haut risque hémorragique que les autres. Mais le rôle du cardiologue, il est strictement identique devant ces patients que ceux qui n'ont pas de cancer. Alors peut-être que les cardiologues auront peut-être aussi plus de patients qui ont des cardiopathies ischémiques associées. Je ne sais pas, ce qui posera la question qu'on n'aura probablement pas le temps d'aborder aujourd'hui, qui est de l'association des anticoagulants et des anticoagulants plaquettaires, dont Laurent d'ailleurs s'occupe beaucoup et qui a un projet sur ce sujet. C'est une vraie question. Mais dans le cas général, on prend en charge ces patients de la même manière. Donc, vas-y, donc tu as une patiente de 67 ans que tu veux. Voilà, donc on prend la suite du cas présenté par Laurent. Donc on a un patient une patiente plutôt, qui a un cancer du sein, qui a été traité 6 mois. Alors on peut l'avoir traité par AOD, on peut l'avoir traité par HBPM. La question qui est posée, c'est qu'est-ce qu'on fait au bout de 6 mois de traitement? Qu'est-ce qu'on fait du traitement? Les essais que nous a présentés Laurent étaient essentiellement centrés sur 6 mois, puisque même l'étude Occlusal Cancer, qui avait un endpoint à 12 mois, en fait, on sait simplement sur la période de 6 mois ce qu'ont réellement pris les patients. Donc, le point de 6 mois est un point d'évaluation qui est extrêmement important. La suivante. Alors, pour remettre un tout petit peu dans le contexte épidémiologique la question, on s'aperçoit que c'est une question de plus en plus fréquente. Pourquoi? On sait que la thrombose est fréquente chez les patients atteints de cancer, premièrement, et on sait également que la thrombose est un facteur de mauvais pronostic. Donc, jusqu'à il y a très récemment, la question de la conduite à tenir au-delà de 6 mois ne se posait pas. Les patients étaient pour la plupart décédés. Maintenant, compte tenu des progrès qui ont été faits, non seulement dans les traitements anticancéreux, mais aussi dans la gestion de la maladie veineuse thromboembolique dans ces 6 premiers mois, eh bien, de plus en plus de patients sont vivants à 6 mois. Et on associe aussi ça avec l'augmentation de la prévalence du cancer, mais c'est une question émergente à laquelle il faut apporter des solutions. Et l'idéal serait évidemment d'avoir un essai thérapeutique pour y répondre. La suivante. Que peut-on faire? Qu'est-ce qu'on peut envisager comme alternative, sachant que le patient était, comme on l'a vu, traité par anticoagulant? Les options sont soit d'arrêter le traitement anticoagulant, soit de poursuivre un traitement anticoagulant. Et si on décide de poursuivre, comment faut-il poursuivre? Avec quelle molécule et à quelle dose? La suivante. Alors, pour répondre à cette question, faut-il mettre un traitement anticoagulant ou pas à un patient? On va revenir à la question corollaire de ça. Est-ce que le patient est à risque de récidive veineuse thromboembolique? On le sait très bien pour les 6 premiers mois. Le risque de récidive est très élevé, notamment en cas de cancer, mais après 6 mois, comme je viens de vous dire que c'était une question nouvelle, ce n'est pas si évident que ça. Donc, il faut essayer d'avoir des éléments de réponse et on les a sur des registres épidémiologiques, des enquêtes observationnelles. Et ici, ce sont les résultats d'un registre au Royaume-Uni. Et on voit très clairement sur cette représentation que le risque de récidive est très élevé dans les 6 premiers mois et qu'après 6 mois, il l'est nettement moins, mais il n'est pas nul. Donc, on a intérêt probablement à mettre un traitement anticoagulant, mais du fait que ce risque de récidive est moins élevé que dans les 6 premiers mois, se pose la question de la balance bénéfice-risque. Et encore une fois, pour répondre à la question, rien ne vaut mieux qu'un essai thérapeutique pour y répondre. La suivante. Alors, le premier essai qu'on a à notre disposition, et probablement le seul à ce jour, c'est l'étude SELECT-D Extension, qui avait justement cet objectif. Des patients qui avaient été traités par rivaroxaban dans un contexte de cancer pendant 6 mois, au bout de 6 mois, de les randomiser pour recevoir soit du rivaroxaban, soit du placebo. Malheureusement, comme vous pouvez le voir, les effectifs sont extrêmement faibles. On a 46 patients dans chaque bras et on ne peut tirer aucune conclusion de cette étude. Il va donc falloir faire, en tout cas pour l'instant, sans essai clinique. Il va falloir faire avec les données observationnelles dont on dispose pour essayer de se faire une idée et de pouvoir décider chez chaque patient ce qu'on va pouvoir faire. La suivante. Alors, je vous ai dit qu'on allait avoir recours à des registres observationnels. Ici, ce sont les résultats d'un registre canadien qui s'est posé cette question. Des patients ont une thrombose, un cancer,
on est à 6 mois de traitement. Certains praticiens ont continué le traitement anticoagulant chez ces patients, certains ont arrêté le traitement anticoagulant, et on regarde ce qui se passe en termes de récidive à gauche et de complications hémorragiques à droite. Que constate-t-on? Eh bien, chez les patients chez qui le traitement anticoagulant a été poursuivi, ces patients sous traitement ont à la fois un risque accru de récidive veineuse thromboembolique et un risque accru de complications hémorragiques. Donc, il est bien difficile de conclure, mais on comprend très bien cette observation liée au fait que ce sont les patients les plus à risque chez qui le praticien a continué le traitement. Donc, en l'absence de randomisation, on ne peut pas conclure à l'intérêt ou à l'absence d'intérêt de la poursuite du traitement. La suivante. Qui sont ces patients qui sont encore vivants à 6 mois? Comment sont-ils? Ils sont vieux, ils sont jeunes. Comment est leur cancer? Là encore, on commence à avoir des données observationnelles de 2 registres. Je m'appuierai cette fois-ci sur le registre français, sur la partie droite de la diapositive. Vous voyez qu'il y a 60% des patients, donc c'est de la vraie vie ça, hein, ce n'est pas des patients sélectionnés, c'est de la vraie vie. Il y a 60% des patients qui ont été initiés au traitement anticoagulant pour une thrombose qui sont encore vivants à 6 mois. Comment ils sont ces patients? 66 ans de moyenne d'âge, une majorité de patients à un stade métastatique. Et donc, quand on regarde ce que font les médecins, on s'aperçoit que dans les 2 registres d'ailleurs, la notion de cancer qui est encore présent, et notamment à un stade avancé, est le principal vecteur de la poursuite du traitement. On envisage d'arrêter le traitement que chez des patients chez qui le cancer est plutôt en régression, voire guéri. La suivante. Alors, pour prendre une décision thérapeutique, puisque vous avez vu que les données pour l'instant ne sont pas très probantes, il faudrait pouvoir avancer sur l'évaluation des risques. Je dis des risques parce qu'on est toujours sur la balance thrombose et saignement sur cette période de 6 à 12 mois. La suivante. On regarde ici notre registre français qui avait quand même plus de 400 patients, donc c'est une très belle cohorte, un succès encore du réseau InnovVTE. À gauche, les récidives, à droite, les saignements. On voit qu'en incidence cumulée, on a plus de 8% de récidives et plus de 4%, près de 5% d'ailleurs, d'hémorragie cliniquement relevante, avec un écart très important, un intervalle quand même très important qui laisse présager qu'il y a une hétérogénéité dans les patients et qu'il va falloir individuellement évaluer le rapport bénéfice-risque. La suivante. Comment identifier les patients à faible risque, puisque le pendant de ça, c'est que si on identifie des patients à faible risque, on pourrait imaginer d'arrêter chez eux le traitement. La suivante. Alors, on est content de trouver dans le registre canadien un sous-groupe. Alors, évidemment, on a un sous-groupe d'une étude observationnelle, ça existe à titre indicatif, ça demande à être confirmé, mais il y a une catégorie de patients qui pourrait être très intéressante, qui sont les patients qui ont thrombosé dans un contexte de cancer, mais qui ont thrombosé à l'occasion de la chirurgie pour ce cancer, et qui depuis ont un cancer donc, qui est guéri et qui n'a pas récidivé, qui est donc considéré comme guéri. C'est des patients à 6 mois. Si on arrête le traitement ou, à l'inverse, si on continue ce traitement au-delà de 6 mois, on s'aperçoit qu'ils récidivent extrêmement peu et qu'ils saignent peu. Donc, on a probablement là des candidats à l'arrêt du traitement anticoagulant au bout de 6 mois, donc des patients, je répète, qui ont thrombosé à l'occasion d'une chirurgie pour cancer. Au bout de 6 mois, on peut se poser la question chez eux de l'arrêt du traitement anticoagulant. C'est intéressant ce particularité clinique que tu as présentée. Il y a une question qui vient demandant est-ce qu'il y a des paramètres biologiques pour mesurer le risque de récidive dans ce contexte de cancer? Alors, c'est vraiment très intéressant, c'est une très bonne question. On est tous très tentés d'imaginer qu'on pourrait avoir des marqueurs, d'autant plus que la cellule tumorale, ça rejoint une autre question qui a été posée, j'ai vu sur le chat tout à l'heure, comment on peut expliquer que ces patients qui ont un cancer thrombosent plus? Effectivement, la cellule cancéreuse sécrète tout un tas de paramètres qui sont pourvoyeurs de thrombose et on pourrait dire si ces paramètres sont plus élevés, eh bien ça pourrait permettre d'identifier les plus à risque et donc de guider le traitement. Malgré ce concept qui est extrêmement intéressant, toutes les études qui au jour d'aujourd'hui ont été faites, notamment autour du facteur tissulaire, les dédimères bien entendu, ont échoué à identifier
un paramètre ou un seuil ou une association de paramètres qui permettent d'individualiser des patients à plus haut risque. Donc, c'est une voie de recherche qui est très active, mais au jour d'aujourd'hui, on n'a pas d'outils à notre disposition en pratique quotidienne pour pouvoir envisager un traitement guidé sur la biologie. Donc, en l'absence de mieux, comment est-ce qu'on peut, à l'inverse, identifier les patients les plus à risque de récidive? La suivante. Le paramètre le plus solide au jour d'aujourd'hui pour identifier les patients les plus à risque, c'est la notion d'activité du cancer, donc qu'a présenté tout à l'heure Laurent. Donc, un cancer actif, qu'est-ce que c'est? C'est un cancer donc, qui est encore présent, pour lequel il y a encore une masse tumorale, et pour lequel il y a un traitement du cancer qui est prescrit ou suivi par le patient. Cela comporte également les patientes qui ont un cancer du sein, qui ont été opérées, qui ne reçoivent plus qu'une hormonothérapie. Ces patientes-là, pour nous, thrombologues, comme disait Laurent tout à l'heure, pour nous, elles ont un cancer actif, au sens thrombose du terme. Il est vrai qu'il peut y avoir des petites discussions avec les cancérologues qui, pour eux, dans cette situation-là, ne considèrent pas que le cancer est actif et considèrent que le patient est guéri, la patiente est guérie si elle ne reçoit plus qu'une hormonothérapie. En tout cas, au sens thrombose du terme, le cancer est actif en cas de traitement hormonal en cours et en l'absence de tumeur encore en place. Donc même cela, même au bout de 5 ans, parce que certaines hormonothérapies vont très loin, vont jusqu'à 10 ans, pour l'instant, on reste sur la notion qu'ils sont actifs. Ils sont actifs pour plusieurs raisons, en raison du risque de récidive de ces tumeurs. Comme Laurent l'a dit, ces patients sont à plus haut risque de récidive, même en l'absence de récidive tumorale. Et puis, les traitements eux-mêmes sont à risque de récidive veineuse thromboembolique. Donc, tout ça fait que… et dernier élément, c'est que ces patients étaient inclus dans les essais thérapeutiques. Donc, les anticoagulants ont été évalués chez ces patients dans ces conditions. Donc, la notion de cancer actif est fondamentale. Je vous ai choisi une étude, mais il y en avait d'autres. Quand on a un cancer actif, on a un risque plus élevé de récidive que quand on n'a pas de cancer actif ou qu'on a eu un cancer qui n'est plus actif. Donc, c'est vraiment le centre de la réflexion sur la conduite à tenir, réévaluer le malade au bout de 6 mois et regarder s'il a un cancer actif ou pas. La suivante. L'autre paramètre qui émerge, on l'a évoqué tout à l'heure, c'est le site du cancer. Là encore, données issues du registre français, où on regarde sur la période 6 à 12 mois le risque de récidive d'une part et le risque de saignement cliniquement significatif. Et là encore, on a selon le site de cancer. Avec le poumon, ça on le savait qu'il y a un risque de récidive qui reste significatif et un risque hémorragique faible. Le côlon qui récidive et qui saigne, et le sein qui, sous traitement, récidive peu et qui saigne aussi. Donc, clairement, le site du cancer est un paramètre à prendre en compte pour le rapport bénéfice-risque du traitement anticoagulant. La suivante. Donc, ces données et le fait surtout que cette question se pose ont conduit à la mise à jour de ce chapitre sur la durée du traitement également, qui sont la suite directe de tout ce qu'on vient de discuter. Si le patient n'a pas récidivé pendant les 6 premiers mois et qu'on considère qu'à 6 mois, son cancer n'est plus actif, c'est-à-dire pas de masse tumorale et pas de traitement anticancéreux, y compris l'hormonothérapie, on peut envisager l'arrêt. Dans le cas contraire, c'est-à-dire cancer actif et ou récidive pendant les 6 premiers mois, eh bien, il est recommandé, c'est du 1+, de poursuivre un traitement anticoagulant. La suivante. La deuxième question, c'est qu'est-ce qu'on fait à partir du moment où on décide de continuer le traitement, qu'est-ce qu'on peut donner? Je vous l'ai dit, pas d'essais thérapeutiques à notre disposition, donc c'est surtout le bon sens qui nous a guidés dans ces recommandations. Si le patient était sous HBPM et que tout se passe bien et qu'il est d'accord pour continuer, pourquoi pas continuer. Si le patient n'est plus satisfait de ses HBPM, eh bien on va proposer plutôt un remplacement par une molécule orale et en particulier les AOD, puisque c'est quand même beaucoup plus simple pour le patient. La suivante. Je vous dis qu'il faut faire des essais thérapeutiques et il y en a un qui est en cours sur cette période pour les patients chez qui on a décidé de poursuivre le traitement, c'est-à-dire les patients chez qui le cancer est encore actif. Ils ont un cancer, ils ont thrombosé il y a 6 mois ou plus.
en double aveugle, on teste l'abaissement de dose d'apixaban, donc la dose réduite apixaban 2,5 x 2 par rapport à la dose pleine 5 x 2. Les patients prennent un traitement pendant 12 mois. Le but est de montrer que la dose réduite fait aussi bien que la dose pleine, donc une étude de non-infériorité. Et si cet objectif est atteint, de tester dans un deuxième temps la supériorité de la dose réduite par rapport à la dose pleine. 1700 patients sont attendus, on en est à 720 pour l'instant, donc le recrutement est en cours, c'est une étude internationale. La suivante. Donc voilà, pour conclure sur cette partie donc, du traitement prolongé, c'est une question nouvelle. On doit évaluer le malade à 6 mois, c'est très important. D'une part, sous l'angle de son cancer, donc ça nécessite vraiment une interaction forte avec le cancérologue. Est-ce que le cancer était actif, pas actif, mais également sur le plan de sa thrombose. Est-ce qu'il a récidivé pendant les 6 premiers mois? Est-ce qu'il a saigné? Et puis, en l'attente des résultats de l'essai APICAT, eh bien, faire au mieux en tenant compte à la fois de l'activité du cancer, mais aussi du site du cancer qui, comme vous l'avez vu, est probablement une voie d'avenir. Donc, dans l'attente, discuter, DRCP, parler ensemble, et puis, donc, probablement aussi faire des études de pratique en tenant compte des différents traitements associés chez ces patients. Isabelle, Oui. comme c'est APICAT qui va nous permettre de répondre à l'étude, et je crois qu'il y a tout le territoire qui peut nous écouter ce soir, est-ce que tu peux nous redire combien il y a de centres en France, peut-être pour, comme l'inclusion peut se faire à distance, ça peut être peut-être très bien de proposer à un malade de participer à l'essai, quelle que soit sa localisation géographique sur le territoire, en fonction du nombre de centres en France? Il y a 65 centres en France, donc c'est avec une représentation, j'ai pas mis la carte là, mais il y a une représentation vraiment nationale. Donc, il y a vraiment possibilité de trouver un centre à proximité. Effectivement, une fois que le patient est inclus, le suivi peut se faire à distance et l'envoi des traitements également. Et j'ajoute qu'il y a une stratification en fonction du site de cancer qui est prévue dans cette étude, en particulier avec le poumon, le côlon et le sein, qui sont des entités à part entière. Donc, si je comprends bien, probablement qu'en fait, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'on n'hésite pas à adresser nos malades dans des centres qui Non. participent à APICAT, quoi. Absolument, absolument. Il y a une représentation vraiment très, très équilibrée sur tous les territoires, dans toutes les régions. Il y a des centres. Personne n'a été oublié, des grands, des petits, des CHU, des libéraux. Vraiment, c'est vraiment important. Des centres onco, des centres plutôt de thrombose. Donc, il y a vraiment tout le monde qui participe à cette étude. Eh bien, merci Isabelle. Donc, si on veut avoir quelques messages avant de conclure, on peut déjà dire que donc il y a une mise à jour des recommandations françaises publiées dans les archives qui nous proposent maintenant 2 options pour le traitement initial de la maladie thromboembolique veineuse associée au cancer, aussi bien les héparines de bas moléculaires que les AOD, et en particulier les recommandations les plus fortes sont proposées pour l'apixaban, que la prise en charge initiale d'une embolie pulmonaire à risque intermédiaire ou élevé n'est pas différente en présence d'un cancer, même si on le sait que le risque hémorragique chez ces patients est plus élevé, et que la prolongation du traitement est discutée en fonction de l'activité du cancer, c'est vraiment l'élément clé, est-ce que le cancer est actif ou pas, et je pense que nos orateurs ont été très clairs sur comment considérer un cancer actif ou pas, et c'est à partir de là qu'au-delà de 6 mois, on décide de prolonger ou pas le traitement anticoagulant, et bien sûr que souvent une discussion et l'échange avec l'oncologue est utile aussi pour considérer le caractère actif ou pas du cancer. Merci Isabelle, merci Laurent d'avoir partagé avec nous ces informations extrêmement importantes dans cet atelier pratique. Merci à vous tous de nous avoir suivis et à très bientôt sur Cardio Online.